Le soleil levant baignait les immeubles haussmanniens de Paris d'une lumière dorée, se reflétant sur les centaines de fenêtres de l'édifice Lambert Tech au cœur de l'avenue des Champs-Élysées. Du haut du 30e étage, Richard Lambert observait la ville s'éveiller à travers la baie vitrée de son bureau. À 45 ans, l'homme d'affaires avait bâti un empire technologique valant des milliards, mais l'éclat du succès n'atteignait pas ses yeux bruns. Toujours mélancolique, depuis le départ de sa femme, Elisa 3 ans plus tôt. « Monsieur Lambert, votre réunion de 8 heures est confirmée. Et Monsieur Moreau attend votre appel concernant l'accord. » La voix de Patricia, sa fidèle assistante depuis plus de 10 ans, résonna dans l'interphone. « Merci, Patricia. Dites au conseil que je descends dans 10 minutes. » Richard ajusta sa cravate italienne et prit une profonde inspiration. Cette semaine marquerait l'apogée de toute sa carrière. La Lambert Technologies était sur le point d'être vendue pour un demi-milliard d'euros. Une somme qui dépassait même ses attentes les plus optimistes. L'accord avait été minutieusement préparé pendant des mois, avec un acheteur qui souhaitait rester anonyme, représenté uniquement par des avocats et des intermédiaires. La seule exigence non négociable était que la confirmation finale soit faite personnellement par Richard via un appel vers un numéro spécifique où il fournirait les mots de passe de compte offshore qui valideraient la transaction. Ce n'est qu'une formalité, avaient expliqué les représentants. Une question de sécurité absolue. En descendant dans l'ascenseur privé, Richard pensait que cette vente représentait sa liberté. Depuis qu'Elisa avait disparu dans un tragique accident de voiture sur une route des Alpes, il s'était noyé dans le travail, transformant sa douleur en profit, son absence en productivité obsessionnelle. Peut-être qu'avec un demi-milliard en poche, il pourrait enfin s'autoriser à respirer. À quelques kilomètres de là, dans un monde complètement différent, Luna se réveillait, emmitouflée dans une fine couverture sous le porche d'un magasin fermé du Marais. À 11 ans, la petite fille aux cheveux bouclés et à la peau mate connaissait déjà les règles de la survie dans les rues de Paris. Elle savait exactement quand les vigiles des commerces feraient leur ronde matinale pour la chasser, et elle savait aussi qu'elle devait rassembler au moins 50 € en vendant des paquets de mouchoirs au feu de signalisation pour s'assurer un repas pour la journée. Luna n'avait pas de famille qu'elle connaissait. Elle avait grandi dans des foyers jusqu'à l'âge de 9 ans, lorsqu'elle s'était enfuie après avoir subi des mauvais traitements. Les rues étaient dures, mais au moins, elle y contrôlait son propre destin. Ce qui la distinguait des autres enfants en situation similaire était sa mémoire. Luna n'oubliait jamais un visage, un nom ou une conversation. C'était comme si son esprit photographiait chaque détail, chaque mot entendu, chaque expression saisie. Cette capacité l'avait déjà tirée de situations compliquées à plusieurs reprises. « Réveille-toi, gamine. Va vendre tes mouchoirs ailleurs aujourd'hui. » Le vigile du magasin d'électronique la poussa du bout de sa chaussure. Luna ramassa rapidement ses quelques affaires, rangées dans un sac à dos usé avec un motif de licorne, un reste d'une donation. Sans répondre au vigile, elle courut vers les toilettes publiques de la place la plus proche, où elle faisait sa toilette matinale, avec le peu de dignité qu'elle parvenait à préserver. Ce matin-là, son territoire de vente serait justement les environs de l'imposant édifice Lambert Tech. Les cadres pressés achetaient rarement ses mouchoirs, mais ils lui laissaient souvent la monnaie en trop. Gardez la monnaie, ma petite. Une fausse générosité qui, accumulée au fil de la journée, lui permettait de ne pas avoir faim. Dans la salle de réunion du 28e étage, Richard Lambert était entouré de 10 personnes, avocats, directeurs financiers et consultants, tous analysant les derniers détails de l'accord monumental. L'acheteur a programmé l'appel final pour vendredi à 10 h, expliqua André Meunier, l'avocat en chef. Vous composez le numéro. Confirmez votre identité via le code que vous avez reçu. Fournissez les mots de passe d'accès aux comptes offshore à Zurich et vous y êtes. Un demi-milliard sera garanti. Et nous ne savons toujours pas qui est l'acheteur, questionna Richard intrigué. Nous savons seulement que c'est un groupe international très intéressé par le marché technologique européen, répondit l'avocat, feuilletant des documents. La confidentialité était une condition non négociable. Ils paieront une prime de 20% sur la valeur marchande pour cette discrétion. Richard hocha la tête, satisfait. C'était un homme d'affaires, après tout. Le mystère ne le dérangeait pas tant que l'argent était réel. Et les auditeurs avaient déjà confirmé que les fonds étaient réservés et prêts pour le transfert. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée de l'immeuble, Luna essayait de vendre ses mouchoirs près de l'entrée,
constamment chassés par les vigiles. Elle connaissait leur routine. Elle savait exactement quand leur tour de garde changerait et quand la surveillance se relâcherait. Ce fut pendant une de ces périodes de répit qu'elle aperçut pour la première fois Richard Lambert sortir de l'immeuble, monté dans une Mercedes noire, l'air préoccupé en parlant au téléphone. Luna ne savait pas qui était cet homme en costume impeccable, mais quelque chose dans son expression attira son attention. Dans sa vie dans la rue, elle avait développé un sixième sens pour lire les gens, et cet homme, malgré toute sa richesse apparente, portait le même genre de solitude qu'elle connaissait si bien. En fin d'après-midi, épuisée après une journée de vente maigre, Luna chercha un abri derrière un bar près de l'édifice Lambert Tech. L'allée était relativement sûre et les cuisiniers lui laissaient parfois des restes de nourriture. Recroquevillée entre des boîtes en carton qui lui serviraient de lit de fortune, Luna était sur le point de s'endormir lorsque des voix masculines agitées la réveillèrent. « Tout est prêt pour vendredi. Quand il composera le numéro, le système fera le reste. Tout l'argent sera transféré automatiquement vers nos comptes à l'étranger. » Luna resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose dans la voix de l'homme la mit en alerte. Se pressant contre le mur, elle parvint à jeter un coup d'œil à travers une fente entre les boîtes. Deux hommes discutaient, l'un d'eux gesticulant nerveusement en buvant. Sous la faible lumière de l'allée, elle ne parvenait pas à voir clairement leur visage, mais la voix du plus grand sonnait empoisonnée, chargée d'une haine qui la fit frissonner. Et le mieux, quand les autorités recevront les documents falsifiés, Richard Lambert sera anéanti. Il perdra tout et ira en plus en prison. Une vengeance parfaite, planifiée depuis 3 ans. Le nom fit retenir son souffle à Luna. C'était l'homme au costume, celui de la voiture noire. Il complotait quelque chose contre lui. « Marc, tu es sûr que ça va marcher ?» demanda le deuxième homme, plus petit et plus nerveux. « Bien sûr que oui. » Le grand Richard Lambert, toujours aussi arrogant, croyant qu'il est intouchable. « Il m'a viré de l'entreprise comme si j'étais un déchet. Maintenant, il va tout perdre, exactement comme j'ai tout perdu. » Luna resta absolument immobile, son esprit extraordinaire enregistrant chaque mot, chaque détail de cette conversation qu'elle n'aurait pas dû entendre. Lorsque les hommes s'éloignèrent enfin, elle sut qu'elle devait faire quelque chose. L'homme au costume était en danger, et pour une raison inexplicable, elle sentit qu'elle devait le prévenir. Mais comment une petite fille des rues pourrait-elle atteindre un homme d'affaires puissant? Qui la croirait? Luna passa la nuit éveillée, à planifier. Elle n'avait que 3 jours avant vendredi pour empêcher une catastrophe qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais qu'elle sentait terrible. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était sur le point de changer non seulement le destin de Richard Lambert, mais aussi le sien. Le mercredi matin se leva nuageux sur Paris, avec cette fine bruine que les Parisiens connaissaient si bien. Luna se réveilla plus tôt que d'habitude, le cœur toujours battant, avec ce qu'elle avait entendu la nuit précédente. Pendant qu'elle se lavait le visage dans un lavabo public, elle répétait mentalement chaque détail de la conversation entre les deux hommes. Marc. C'était le nom que l'homme grand avait mentionné. Il fallait qu'elle découvre qui était ce Marc et son lien avec l'homme d'affaires Richard Lambert. Le plus important, elle devait trouver un moyen d'alerter l'homme au costume du piège qui était en train d'être préparé pour vendredi. Déterminée, Luna se dirigea de nouveau vers l'imposant édifice Lambert Tech. Cette fois, elle n'avait pas ses paquets de mouchoirs à vendre. Elle devait être attentive, observer, trouver une faille dans la sécurité qui lui permettrait d'entrer dans l'immeuble. Elle se positionna stratégiquement devant un kiosque à journaux de l'autre côté de la rue, d'où elle pourrait observer sans attirer l'attention. Vers 9 heures du matin, elle vit la Mercedes noire se garer et Richard Lambert en descendre, accompagné de 2 hommes en costume qui portaient des mallettes. Ils semblaient encore plus tendus que la veille, parlant rapidement au téléphone tout en traversant le hall vers les ascenseurs. Pendant ce temps, au 30e étage, Richard faisait face à une matinée agitée. Les nouvelles arrivaient en cascade, les actions de l'entreprise qui oscillaient, des rumeurs sur le marché concernant la vente imminente, des journalistes qui tentaient de confirmer des informations qui avaient fuité. Le stress le consumait. Mais en 2 jours, tout serait réglé. Un demi-milliard d'euros garantirait son avenir et le patrimoine qu'il avait tant lutté pour construire. « Monsieur Lambert, Monsieur Dufour de l'audit externe est en ligne », annonça Patricia par l'interphone. Richard répondit sans attendre. « Dufour, un problème avec les documents ?»« Aucun, Monsieur Lambert.
Juste pour confirmer que tous les comptes offshore sont prêts à recevoir le transfert vendredi. Les codes de sécurité ont été vérifiés 3 fois comme demandé. Excellent. Et le numéro pour l'appel final? Il est déjà crypté dans votre email personnel, monsieur. Je vous recommande de le mémoriser et de supprimer le message comme l'ont demandé les acheteurs. Après avoir raccroché, Richard ouvrit son email privé et mémorisa la séquence de numéros. C'était une ligne internationale, avec un préfixe de la Suisse. Tout semblait parfaitement aligné. Si quelque chose le dérangeait, c'était le fait de n'avoir jamais parlé directement à l'acheteur, seulement à des intermédiaires. Mais les avocats avaient assuré que cette discrétion était courante dans les négociations de cette ampleur. Dans le hall de l'immeuble, Luna tenta sa première approche. Elle avait observé qu'à 11h30 avait lieu le changement de tour des vigiles, créant une petite fenêtre d'opportunité. Avec son sac à dos de licorne sur le dos, elle se fondit dans un groupe d'étudiants qui visitaient l'immeuble pour une excursion scolaire. Le badge improvisé qu'elle avait fabriqué avec du carton et un morceau de ruban adhésif ne résisterait pas à un examen plus détaillé, mais dans la confusion des adolescents bruyants, elle parvint à passer le premier point de contrôle. Le problème survint au détecteur de métaux. Un vigile remarqua son apparence détonnante par rapport au groupe scolaire et l'aborda. « Hé, gamine, où est ton professeur responsable ?» Luna se figea un instant, puis pointa vaguement un groupe d'adultes plus loin. Le vigile ne fut pas convaincu. « Allez, montre-moi ton badge scolaire. »« J'ai oublié à l'école, » bégaya Luna. « Alors tu vas devoir sortir. C'est un bâtiment privé, pas un refuge pour les enfants des rues. » Luna fut escortée à l'extérieur, tout en essayant d'expliquer désespérément « Je dois parler à Monsieur Lambert. C'est très important. C'est à propos d'un certain Marc. » Le nom ne signifia rien pour le vigile, qui la poussa gentiment mais fermement sur le trottoir. « Restez loin ou nous appellerons la police. » Frustrée, Luna s'assit sur le trottoir, observant l'entrée de l'immeuble. Sa première tentative avait échoué, mais elle n'abandonnerait pas. Les gens comme elle étaient invisibles pour le monde, ignorés par les passants pressés. Elle utiliserait cette invisibilité à son avantage. Pendant ce temps, au 28e étage, Richard menait une visioconférence avec les représentants légaux du mystérieux acheteur. À l'écran, 3 hommes en costume, tous avec un accent étranger, révisèrent les derniers détails de la transaction. C'est donc confirmé pour vendredi. À 10h, monsieur Lambert, dit l'un d'eux. D'une voix métallique. Vous ferez l'appel depuis votre bureau en utilisant une ligne sécurisée. Oui, tout est réglé, confirma Richard. Mais je confesse que je suis intrigué. Pourquoi tant de confidentialité? Dans les affaires de cette envergure, il est courant de savoir avec qui nous traitons. Les 3 hommes à l'écran échangèrent de brefs regards. Notre client valorise extrêmement sa vie privée. Monsieur Lambert, c'est une question culturelle, disons, mais je peux vous garantir que sa réputation est impeccable et que ses fonds sont d'origine tout à fait légale. La réunion se termina par des salutations cordiales, mais Richard resta inquiet. Il y avait quelque chose d'étrange dans cet accord, bien qu'il ne parvienne pas à identifier exactement quoi. 20 ans d'expérience dans les affaires lui avaient appris à faire confiance à son instinct. Il décida de passer un appel. « Patricia, s'il vous plaît, mettez-moi en relation avec Charles Leroy, du renseignement d'entreprise. » Charles était un ancien détective privé qui dirigeait maintenant une agence d'enquête, souvent engagé par Lambert Tech pour vérifier les antécédents des employés et des partenaires commerciaux. En 20 minutes, il était dans le bureau de Richard. « Je veux que vous enquêtiez plus en profondeur sur ce groupe d'acheteurs, » demanda Richard en lui tendant une mallette. « Je sais que nous avons déjà effectué les vérifications habituelles, mais quelque chose ne me dit rien qui vaille. Je veux savoir qui se cache vraiment derrière cette offre. » « Une suspicion spécifique ?» demanda Charles, feuilletant les documents. Richard hésita. « Pas exactement. Juste une intuition. Vérifiez également s'il y a un lien avec des personnes de mon passé. Des anciens associés, des concurrents? Des anciens associés comme Marc Moreau ?» demanda Charles en haussant un sourcil. Richard se raidit en entendant le nom. Marc avait été son associé pendant les premières années de Lambert Tech. Brillant, charismatique, mais trop souple sur le plan éthique. La découverte de détournements de fonds de plusieurs millions avait entraîné une rupture tumultueuse 3 ans plus tôt. Marc était parti en jurant vengeance, mais depuis, il semblait avoir disparu de la scène des affaires. « Oui, vérifiez Marc aussi, » accepta Richard, « bien que je doute qu'il ait les ressources pour une opération de cette ampleur. »
À la fin de la journée, Luna avait tenté 2 autres approches infructueuses de l'immeuble. Lors de la dernière, elle avait même été menacée d'un appel à la police. Fatiguée et affamée, elle retourna dans la même ruelle que la veille, espérant d'entendre d'autres informations utiles. Sa persévérance fut récompensée lorsque, vers 22 heures, les 2 mêmes hommes réapparurent. Cette fois, elle parvint à mieux voir le visage de l'homme appelé Marc. Grand, avec des cheveux grisonnants sur les tempes et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Le système est prêt, nous l'avons testé 3 fois, disait l'homme plus petit, clairement nerveux. Quand il composera le numéro, le logiciel capturera automatiquement les mots de passe d'accès et initiera le transfert. En moins de 2 minutes, tout l'argent sera sur les comptes en Suisse. » Marc sourit, satisfait. « Et les documents falsifiés ? Ils seront envoyés automatiquement au service fiscal et à la police judiciaire. Il semblera que Lambert blanchissait de l'argent depuis des années. La chute sera spectaculaire. Parfait. Il m'a tout pris, Raphaël. Ma réputation, mon argent, ma position dans l'entreprise que j'ai aidé à construire. Même Elisa, il l'a éloignée de moi. » Luna retint sa respiration. Elisa. Ce nom semblait causer une douleur profonde aux 2 hommes. « Ne parle pas d'elle, Marc, » avertit Raphaël. « C'est une affaire, pas le passé. » Marc passa sa main sur son visage visiblement perturbé. « C'est de la justice. Lambert va tout perdre, tout comme j'ai tout perdu. » Vendredi, à 10 heures du matin, ce sera la fin du grand Richard Lambert. Les hommes s'éloignèrent, laissant Luna tremblante de peur et de détermination. Maintenant, elle avait des détails, elle avait une confirmation. Elle savait exactement ce qui était en train d'être planifié. Le défi était de faire en sorte que Richard Lambert la croie, une petite fille des rues, sans rien d'autre que sa parole et sa mémoire extraordinaires. Le lendemain serait sa dernière chance. Luna se recroquevilla sous un carton, serrant son sac à dos de licorne. La fine pluie continuait de tomber, mouillant les bouts de ses cheveux bouclés. Dans son esprit, un plan commençait à prendre forme. Il y avait un autre moyen d'atteindre Richard Lambert, une approche qu'elle n'avait pas envisagée auparavant. Si elle ne pouvait pas entrer dans l'immeuble, elle devrait l'intercepter à l'extérieur. L'horloge de la ville sonna minuit. Le jeudi était arrivé. Il ne restait que 34 heures pour empêcher la destruction d'un empire, et sans qu'elle le sache, pour changer son propre destin pour toujours. Le jeudi matin se leva avec un ciel clair sur Paris, comme si la ville avait lavé toute sa saleté sous la pluie de la veille. Pour Luna, ce serait le jour décisif, la dernière vraie opportunité avant le fatidique appel de vendredi. Après avoir passé la matinée à observer l'édifice Lambert Tech, elle avait élaboré un plan simple mais risqué. Lors de ses tentatives précédentes, Luna avait remarqué que Richard sortait toujours pour déjeuner vers 12h30, généralement accompagné de cadres et de gardes du corps. Ce jour-là, cependant, elle devrait l'intercepter d'une manière ou d'une autre, attirer son attention suffisamment pour qu'il l'entende, sans être immédiatement chassée par la sécurité. À 11 heures, Luna se positionna stratégiquement sur la place devant l'immeuble. Elle avait acheté un petit bouquet de fleurs avec l'argent qu'elle avait économisé. 3 roses rouges, attachées avec un ruban blanc. Son apparence restait humble, mais elle s'était efforcée d'être plus présentable. Elle s'était lavé le visage plusieurs fois, avait peigné ses cheveux bouclés et avait enfilé sa seule chemise sans tache. « Je dois avoir l'air crédible », murmura-t-elle pour elle-même, répétant les mots qu'elle avait répétés toute la nuit. Pendant ce temps, au 30e étage, Richard recevait les premières informations de l'enquête qu'il avait demandées à Charles Leroy. « J'ai trouvé quelques incohérences », rapporta Charles, montrant des documents sur sa tablette. « Les représentants légaux de l'acheteur existent. Ce sont des avocats enregistrés, mais leur historique de client est assez nébuleux. »« Un lien avec Marc Moreau ?» demanda Richard, tapotant ses doigts sur la table en acajou. « Rien de concluant pour l'instant. Marc est resté discret depuis qu'il a quitté l'entreprise. Nous savons qu'il a ouvert une petite entreprise de conseil en technologie en Belgique, mais sans mouvement financier qui justifie une acquisition de cette envergure. » Richard fronça les sourcils, l'inquiétude grandissant. « Continuez à enquêter. Je veux des résultats concrets d'ici demain matin, avant l'appel final. Puis-je suggérer de reporter la transaction jusqu'à ce que nous ayons une certitude absolue ?» questionna Charles. « Impossible. Le contrat prévoit une pénalité de 50 millions. Si j'annule ou reporte sans justification concrète. Je ne peux pas risquer cette perte basée uniquement sur des soupçons.
La réunion fut interrompue par Patricia. « Monsieur Lambert, votre déjeuner avec les investisseurs asiatiques est confirmé pour 12h30 au Georges V. » Richard remercia d'un signe de tête et congédia Charles, qui promit d'intensifier les enquêtes. Tout en arrangeant sa cravate et en prenant sa veste, Richard ne parvenait pas à se défaire de la sensation que quelque chose n'allait pas. 3 ans à gérer l'entreprise seul après le départ d'Elisa avait aiguisé son instinct pour les problèmes. Et son instinct se trompait rarement. À 12h25, Luna vit le mouvement caractéristique dans le hall qui signalait la sortie de Richard. Son cœur s'accéléra. C'était maintenant ou jamais. Elle se positionna près de l'entrée principale, les fleurs serrées contre sa poitrine, répétant mentalement ce qu'elle dirait. Le groupe de Richard émergea des portes tournantes, d'abord 2 gardes du corps, puis l'homme d'affaires lui-même, suivi de 3 cadres asiatiques et d'un autre garde du corps. Tous marchaient vers 2 Mercedes noires garées sur le trottoir. Luna prit une profonde inspiration et avança d'un pas déterminé, comme si elle avait été envoyée pour livrer les fleurs. Avant que les gardes du corps ne puissent l'intercepter, elle tendit le bouquet directement à Richard. « Monsieur Lambert, s'il vous plaît, je dois vous parler. C'est à propos de l'appel de demain. » L'un des gardes du corps se plaça immédiatement entre elle et Richard. « Reculez, ma petite. Monsieur Lambert n'accepte pas de livraison personnelle. » Luna, désespérée, éleva la voix. « C'est à propos de Marc Moreau. C'est un piège. Le numéro de téléphone va voler tout votre argent. » Le nom de Marc fit Richard s'arrêter brusquement. Il regarda la petite fille déguenillée avec les fleurs à la main, puis son chef de la sécurité. « Tout va bien, Antoine? Laissez-la parler. »« Monsieur, nous sommes en retard pour le déjeuner, » avertit l'un des cadres, visiblement mal à l'aise. « Un instant. » Richard se tourna vers Luna, gardant une distance prudente. « Comment connaissez-vous Marc Moreau? Et quel est cet appel que vous avez mentionné ?» Luna parlait rapidement, les mots se bousculant. « J'ai tout entendu, monsieur. Je dormais dans l'allée derrière le bar, près d'ici. 2 hommes discutaient. L'un d'eux était Marc. Il a dit que lorsque vous appellerez le numéro demain, un système volera tout votre argent et enverra de faux documents à la police. » Richard étudia la petite fille avec intensité. Il y avait un désespoir authentique dans ses yeux, mais aussi une lucidité qui contredisait l'apparence d'une petite fille des rues. « Vous avez entendu ça quand ?»« Avant-hier soir. Et hier de nouveau, au même endroit. Ils sont revenus et ont donné plus de détails. Le système est automatique, il transférera tout vers des comptes en Suisse en 2 minutes. Et l'acheteur n'existe pas. C'est un coup monté par Marc pour se venger de vous. » Le visage de Richard pâlit légèrement. Les informations correspondaient à ce qu'il enquêtait. Les comptes en Suisse, l'acheteur mystérieux, l'appel final programmé pour demain. Comment une petite fille des rues pourrait-elle connaître ces détails? La transaction était confidentielle, connue uniquement d'un cercle restreint. « Monsieur Lambert, nous devons y aller », insista l'un des cadres. Richard prit une décision rapide. « Antoine, emmenez cette petite fille à mon bureau. Patricia doit rester avec elle jusqu'à ce que je revienne. Offrez-lui à manger et à boire. » Se tournant vers Luna, il demanda « Quel est votre nom ?»« Luna, monsieur. »« Luna, si ce que vous dites est vrai, nous devons en parler davantage. Pouvez-vous m'attendre pendant 2 heures ?» Luna hocha vigoureusement la tête, les yeux brillants de soulagement. « Je peux attendre aussi longtemps que nécessaire, monsieur. » Pendant que Richard montait dans la voiture avec les investisseurs, Antoine reconduisit Luna à l'immeuble. Elle tenait toujours les fleurs, maintenant un peu froissée par la tension du moment. Dans le hall, certains employés regardèrent avec curiosité la petite fille des rues escortée par le chef de la sécurité. « Monsieur Lambert a demandé de la conduire à son bureau », expliqua Antoine à la réceptionniste, qui haussa les sourcils de surprise. Au 30e étage, Patricia accueillit Luna avec un mélange de surprise et de méfiance. « Vous pouvez vous asseoir là », indiqua-t-elle un canapé en cuir dans l'antichambre. « Vous voulez de l'eau? Ou peut-être un soda? »« De l'eau, s'il vous plaît », répondit timidement Luna, s'asseyant sur le bord du canapé, craignant de salir le cuir impeccable avec ses vêtements usés. Le bureau de Richard Lambert était plus grand que n'importe quel endroit où Luna avait été. Par les énormes fenêtres, elle pouvait voir tout Paris s'étendant jusqu'à l'horizon. Sur le mur derrière le bureau de Richard, une photo attira son attention. L'homme d'affaires à côté d'une belle femme aux cheveux bruns et au sourire doux. Elisa supposa Luna. Patricia revint avec de l'eau et un sandwich. « Monsieur Lambert a pensé que vous aviez peut-être faim. » Luna accepta avec gratitude, réalisant soudainement à quel point elle avait faim.
Elle dévora le sandwich en quelques minutes, tandis que Patricia l'observait avec un mélange de pitié et de curiosité. « Comment avez-vous connu Monsieur Lambert ?» demanda l'assistante, essayant de comprendre la situation inhabituelle. « Je ne le connaissais pas avant aujourd'hui, » répondit Luna entre deux gorgées d'eau. « Mais j'ai entendu des gens parler de lui, en train de comploter quelque chose de mal. Je devais le prévenir. » Patricia sembla sceptique mais ne posa pas d'autres questions. Pendant près de 2 heures, Luna attendit patiemment, observant le mouvement du bureau, les gens bien habillés qui entraient et sortaient, les téléphones qui sonnaient sans cesse. À 14h45, Richard revint enfin, accompagné de Charles Leroy. Son visage était sérieux lorsqu'il entra dans le bureau et fit signe à Luna de les suivre dans une salle de réunion privée. « Luna, voici Charles Leroy, du renseignement d'entreprise, » présenta Richard. « Je veux que vous lui racontiez exactement ce que vous avez entendu, avec tous les détails dont vous pouvez vous souvenir. » Luna hocha la tête, s'asseyant à la table de réunion ovale. Charles sortit un enregistreur de sa poche. « Cela vous dérange-t-il si nous enregistrons notre conversation ?»« Non, monsieur. » Luna, avant de commencer, intervint Richard. « Je dois mieux comprendre votre situation. »« Quel âge avez-vous ? Où sont vos parents ?»« J'ai 11 ans, monsieur. Je n'ai pas de parents que je connaisse. J'ai grandi au foyer Espoir jusqu'à l'âge de 9 ans, quand je me suis enfui. Depuis, je vis dans la rue, en vendant des mouchoirs au feu de signalisation. » Richard échangea un regard significatif avec Charles, qui prit une note. « Et comment connaissez-vous mon nom? Comment saviez-vous où me trouver? J'ai vu monsieur sortir de cet immeuble il y a quelques jours. Ensuite, quand j'ai entendu ces hommes parler de Richard Lambert, j'ai réalisé que c'était le même homme au costume que j'avais vu. Ils ont mentionné l'entreprise Lambert Tech. Ce n'était pas difficile de trouver l'immeuble. Le plus dur a été de réussir à parler à monsieur. Je vois. Maintenant, racontez-nous exactement ce que vous avez entendu. Chaque mot, chaque détail. » Luna ferma les yeux un instant, comme si elle accédait à un fichier mental. Quand elle les rouvrit, elle commença à parler avec une précision impressionnante, décrivant la conversation qu'elle avait entendue mot pour mot, y compris des détails sur le ton de voix des hommes, leurs gestes, les vêtements qu'ils portaient. Elle mentionna le système automatique, les comptes en Suisse, les documents falsifiés, la vengeance méticuleusement planifiée. Charles prenait des notes frénétiquement, posant occasionnellement des questions pour éclaircir des points spécifiques. Richard écoutait avec une attention croissante, son visage de plus en plus tendu. « Et ils ont mentionné une femme appelée Elisa », conclut Luna. Marc a été très perturbé quand il a parlé d'elle. Il a dit quelque chose comme « Même Elisa, il l'a éloignée de moi ». Richard pâlit visiblement, ses mains serrant le bras de la chaise. « Elisa était ma femme. Elle et Marc étaient proches avant notre mariage. Monsieur, vous me croyez ?» demanda Luna anxieuse. Richard et Charles échangèrent à des regards. « Votre histoire coïncide avec des informations que nous étions déjà en train d'enquêter », répondit prudemment Richard. « Mais nous avons besoin de preuves concrètes avant de prendre toute mesure. »« L'allée !» s'exclama soudainement Luna. « Ils ont dit qu'ils y retourneraient ce soir pour les derniers ajustements du système. Si vous y êtes, vous pourrez les entendre aussi. » Charles se pencha en avant, intéressé. « Cela pourrait fonctionner. Nous pouvons installer des équipements d'enregistrement, capter la conversation comme preuve. » Richard consulta sa montre. « Nous avons peu d'heures pour tout préparer. » Il se tourna vers Luna. « Pouvez-vous nous montrer exactement où ils se sont rencontrés ?» Luna hocha vigoureusement la tête. « Oui, monsieur. Je connais chaque coin de cette allée. »« Parfait. » Richard se leva, la détermination remplaçant l'incertitude sur son visage. « Charles, rassemblez votre équipe. Nous aurons besoin d'équipements de surveillance, d'une autorisation judiciaire d'urgence et, par précaution, de quelques hommes de confiance. » Se tournant vers sa nièce, Richard adoucit le ton de sa voix. « Quant à vous, Luna, merci. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, vous avez fait preuve d'un courage extraordinaire. Je ne sais pas ce qui vous a motivé à m'aider, mais je vous en suis reconnaissant. » Luna sourit timidement, ses mains tenant toujours le verre d'eau. « Vous aviez l'air triste comme moi. Les gens tristes devraient s'entraider. » La simplicité de la réponse frappa Richard comme un coup de poing à l'estomac. Il y avait quelque chose dans la sagesse simple de cet enfant qui tranchait à travers toutes les couches de sophistication d'affaires qu'il avait construites autour de lui. Pour un instant, il se vit reflété dans les yeux de cette petite fille des rues, tous deux solitaires.
tous deux luttant pour survivre dans des mondes hostiles. « Patricia », appela-t-il par l'interphone. « Faites venir des vêtements propres pour Luna et une chambre à l'hôtel Royal. Elle y restera cette nuit, sous protection. Demain, nous déciderons des prochaines étapes. » Le soleil commençait à se coucher sur Paris. En quelques heures, Richard Lambert et Luna serèrent de retour dans cette ruelle, dans l'espoir de capturer la preuve qui empêcherait la destruction d'un empire, et sans qu'ils puissent le prévoir, poserait les bases d'un lien qui changerait leur vie pour toujours. Le jeudi soir à Paris teignit le ciel d'orange et de violet, transformant les gratte-ciel en silhouettes sombres sur l'horizon. Dans la chambre de l'hôtel Royal, Luna regardait émerveillée son propre reflet dans le miroir. Elle portait de nouveaux vêtements, un jean, un t-shirt blanc et une veste légère, que Patricia avait fait livrer en urgence. Ses cheveux bouclés, propres et peignés pour la première fois depuis des semaines, encadraient un visage qui affichait maintenant la lueur de l'espoir. « Vous êtes à l'aise ?» demanda Patricia, qui avait été chargée de l'accompagner jusqu'au retour de Richard. Luna hocha la tête, admirant toujours la chambre futuriste de l'hôtel 5 étoiles, avec sa fenêtre ovale et sa vue panoramique sur la ville. « Je n'ai jamais vu un endroit comme ça », avoua-t-elle, touchant timidement le doux couvre-lit du lit king size. À 19h30, Richard arriva à l'hôtel accompagné de Charles et de deux hommes discrètement vêtus, mais à la posture indubitable de professionnels de la sécurité. Luna remarqua immédiatement la tension sur le visage de l'homme d'affaires. « Nous avons obtenu l'autorisation judiciaire pour l'enregistrement », annonça Richard en entrant dans la chambre. « Et nous avons installé des équipements dans l'allée. Maintenant, nous avons besoin que vous nous montriez exactement où ils ont discuté avant. » Luna acquiesça aussitôt. En 20 minutes, ils étaient tous dans une camionnette banalisée garée à un pâté de maison du bar. Richard, Charles et Luna occupaient la banquette arrière, tandis que les deux agents de sécurité s'asseyaient à l'avant, surveillant les équipements de surveillance. Selon Luna, ils apparaissent généralement vers 22 heures, expliqua Charles, ajustant un petit écouteur. Nous avons installé 3 microphones directionnels et 2 caméras thermiques dans l'allée. S'ils apparaissent, nous capterons tout. Richard semblait pensif, regardant par la fenêtre assombrie de la camionnette. Et s'ils n'apparaissent pas? Demain à 10 heures, c'est l'appel final. Je n'aurai pas assez de temps pour annuler la transaction sans preuve concrète. Ils viendront, affirma Luna avec conviction. Je les ai entendus se mettre d'accord. Aujourd'hui, ce serait le dernier ajustement du système avant demain. Le temps passa lentement à l'intérieur de la camionnette. Luna désignait occasionnellement des passants à Richard, expliquant leurs histoires dans les rues, qui vendaient quoi, quelles zones étaient sûres pour dormir, quels gardes étaient gentils et quels étaient violents. Richard écoutait avec un intérêt authentique, découvrant un monde parallèle qui existait littéralement à l'ombre de son empire d'entreprise. « Comment avez-vous développé cette mémoire extraordinaire ?» demanda Richard, impressionné par la richesse des détails que Luna fournissait. Luna haussa les épaules. « J'ai toujours été comme ça. Au foyer, les enseignantes disaient que j'avais une mémoire photographique. Je peux me souvenir de presque tout ce que je vois ou entends. C'est utile dans les rues. Je sais qui m'a aidé et qui a essayé de me tromper. » À 21h45, l'un des agents de sécurité avertit « Mouvement à l'entrée de l'allée ». Tous se tournèrent vers l'écran qui montrait des images thermiques du lieu. 2 silhouettes entraient avec précaution dans l'allée, regardant autour d'elles comme si elles vérifiaient qu'elles n'étaient pas suivies. « Ce sont eux », murmura Luna, reconnaissant les contours de Marc et Raphaël même sur les images thermiques imprécises. Charles ajusta le volume du récepteur. Bientôt, des voix commencèrent à résonner dans les haut-parleurs de la camionnette. « Tout est prêt pour demain », disait la voix que Luna identifia comme celle de Raphaël. Le système a été testé pour la dernière fois cet après-midi. Il a fonctionné parfaitement avec les paramètres simulés. « Et le numéro est actif ?» demanda Marc. « Oui. Quand Lambert composera, le système reconnaîtra l'origine de l'appel et activera automatiquement le protocole de capture. Dès qu'il insérera les codes d'accès aux comptes offshore, le logiciel initiera le transfert total. » Richard serra les poings, la confirmation de ses soupçons affichés sur son visage. « Et quant aux documents pour les autorités ?» continua Marc. « Ils seront envoyés automatiquement 30 minutes après le transfert, suffisamment de temps pour consolider le mouvement financier et rendre toute annulation impossible. » Marc rit, un son froid qui fit frissonner Luna, même à l'intérieur de la camionnette. « Parfait. 3 ans, Raphaël.
3 longues années à planifier chaque détail. Demain, Richard Lambert connaîtra le même sentiment d'avoir tout perdu. Et qu'en est-il de, tu sais, les autres affaires? Demanda Raphaël, la voix soudainement hésitante. Marc fit un geste impatient. Ne t'inquiète pas. Personne ne liera jamais cet incident dans les Alpes à nous. C'était un accident, tu te souviens. Et quant à l'autre problème, il est enterré depuis des années. Richard pâlit, attrapant le bras de Charles avec force. Il parle d'Elisa, murmura-t-il, la voix tremblante de colère et de douleur. Marc était derrière l'accident qui l'a emporté. Luna observait Richard avec inquiétude. L'homme d'affaires semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes, son visage déformé par un mélange de fureur et de désespoir. « Continuez d'enregistrer », ordonna Charles aux agents. « Nous avons besoin de chaque mot. » Dans l'allée, la conversation se poursuivait. « Je dois admettre, Marc, que parfois je me demande ce qu'Elisa dirait si elle savait ce que nous faisons, » commenta Raphaël. Marc se raidit visiblement. Elle ne saurait pas quoi dire, parce qu'elle ne comprendrait pas. Elle n'a jamais compris. Elle a choisi Richard et son empire à la place de moi, même après avoir découvert les manipulations qu'il a faites pour nous séparer. Et quand elle a finalement réalisé la vérité et a décidé de me chercher, c'est là que l'accident s'est produit, compléta Raphaël sombrement. Ce n'était pas un accident pour Richard. Cracha Marc, le visage déformé par la haine. Il a manipulé les preuves, m'a incriminé pour le détournement d'argent, a utilisé ses contacts pour me détruire professionnellement. Elisa venait me voir ce jour-là, tu sais. Elle avait découvert des documents qui prouveraient mon innocence. Elle n'est jamais arrivée. Dans la camionnette, Richard respirait avec difficulté. « Mensonge », murmura-t-il. Elisa a découvert les détournements de Marc. Elle allait à la police judiciaire avec les preuves. Luna serra instinctivement la main de Richard, offrant un réconfort silencieux. L'homme d'affaires serra la petite main en retour, reconnaissant pour ce geste simple. La conversation dans l'allée continuait, abordant maintenant des détails techniques du système frauduleux. Raphaël expliquait comment le logiciel redirigerait l'argent à travers plusieurs pays avant d'atteindre les comptes finaux, rendant le traçage pratiquement impossible. « Et la gamine ?» demanda Marc soudainement. Luna se figea, réalisant qu'il parlait d'elle. « Quelle gamine ?» questionna Raphaël, confus. « Cette petite fille des rues qui traîne autour de l'immeuble de Lambert Tech. J'ai remarqué qu'elle observait très attentivement l'entrée ces derniers jours. Elle semblait attendre quelqu'un. Probablement juste une mendiante, dédaigna Raphaël. Mais si tu veux, je peux demander à quelqu'un de vérifier demain avant l'appel. Non, laisse tomber, décida Marc après un moment. Je deviens paranoïaque. Une enfant des rues ne représente pas une menace pour notre plan. Charles éteignit momentanément le microphone de la camionnette. Nous en avons assez. Ils viennent d'avouer la fraude et ont laissé entendre qu'ils étaient impliqués dans l'accident de votre femme. Avec cet enregistrement et l'autorisation judiciaire, nous pouvons alerter la police judiciaire immédiatement. Richard hocha lentement la tête, le choc initial cédant la place à une détermination froide. Faites-le. Je veux que Marc et son complice soient arrêtés avant l'aube. Pendant que Charles coordonnait l'opération avec les autorités par téléphone, Richard se tourna vers Luna. Vous aviez raison sur tout. Si ce n'était pas pour vous demain, j'aurais tout perdu. Comment puis-je vous remercier? Luna sourit timidement. Vous n'avez pas besoin de me remercier, monsieur. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Non, Luna, vous avez fait bien plus que ça, insista Richard. Vous m'avez sauvé d'une destruction complète et vous avez possiblement rendu justice à Elisa. La voix de l'homme d'affaires se brisa en mentionnant sa femme. En moins de 30 minutes, des véhicules banalisés de la police judiciaire encerclèrent l'allée. Marc et Raphaël, surpris par l'approche soudaine, furent arrêtés sans résistance, tandis que les agents collectaient des preuves supplémentaires de leurs téléphones portables et de leurs ordinateurs portables. De retour à l'hôtel Royal, Richard regardait le journal télévisé de l'Aube qui rapportait déjà l'arrestation de 2 suspects de complot de fraude cybernétique de plusieurs millions contre un important homme d'affaires du secteur technologique. Aucun nom n'avait été divulgué, protégeant momentanément la réputation de toutes les personnes impliquées. Luna, épuisée par les événements de la journée, s'était endormie sur le canapé de la chambre, enroulée dans une couverture douce. Richard l'observait avec un mélange de gratitude et d'admiration. Comment une enfant qui ne possédait rien avait-elle risqué tant pour aider un parfait inconnu? La réponse vint sous forme de souvenir.
les mots simples de Luna quelques heures plus tôt. Vous aviez l'air triste, comme moi. Les gens tristes devraient s'entraider. Peut-être y avait-il une sagesse profonde dans cette observation enfantine. Au cours des 3 dernières années, depuis le départ d'Elisa, Richard s'était isolé dans sa douleur, la transformant en une ambition froide, se distançant des liens humains authentiques. La fortune qu'il avait accumulée n'avait pas comblé le vide laissé par la perte. Et maintenant, une petite fille des rues, avec rien d'autre que du courage et de la bonté, avait non seulement sauvé son empire financier, mais lui avait aussi offert une fenêtre vers quelque chose qu'il avait oublié, la compassion. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Charles. « Richard, ils ont tout avoué », annonça-t-il sans préambule. « Le système frauduleux, le piège financier, tout. Mais il y a plus. Nous avons trouvé des documents sur l'ordinateur portable de Marc qui suggèrent fortement son implication dans l'accident d'Elisa. Il a saboté les freins de sa voiture, Richard. Ce n'était pas un accident. » Richard ferma les yeux, une douleur profonde traversant sa poitrine. Il l'a tuée parce qu'elle a découvert ses fraudes? Pas exactement, répondit Charles, hésitant. Selon les documents, Elisa avait découvert que Marc détournait de l'argent, oui. Mais elle a également trouvé des preuves qu'il avait falsifié sa signature sur plusieurs documents de l'entreprise. Elle se dirigeait vers la police judiciaire quand la voiture a quitté la route dans les Alpes, compléta Richard, la voix étranglée. Exactement. Et il y a encore une chose, Richard. Quelque chose à propos d'une femme nommée Thérèse Duval. Nous enquêtons toujours sur qui elle était. Le nom ne signifiait rien pour Richard. Tenez-moi informé. Et Charles. Merci. En raccrochant, Richard remarqua que Luna s'était réveillée et l'observait avec des yeux endormis. Tout va bien, monsieur. Oui, Luna. Grâce à vous, tout va bien maintenant. Il hésita, puis demanda « Luna, avez-vous déjà entendu parler d'une femme nommée Thérèse Duval ?» Luna fronça les sourcils, se concentrant. « Non, monsieur. Le nom ne me dit rien. »« Très bien. Ce n'est pas important maintenant. » Richard sourit, essayant de chasser l'ombre que la conversation avec Charles avait apportée. « Vous devriez vous reposer. Demain sera un nouveau jour pour nous deux. » Pendant que Luna se rendormait, Richard resta éveillé, contemplant les rebondissements impressionnants des dernières 24 heures. La transaction frauduleuse avait été évitée. Marc était en prison, faisant enfin face à la justice pour ses crimes. La vérité sur Elisa commençait à émerger, et une petite fille courageuse était entrée dans sa vie, la transformant complètement. Ce que Richard ne savait pas, c'est que la mention de Thérèse Duval ouvrirait encore une autre porte sur le passé, une qui connecterait son destin à celui de Luna de manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. La lumière du matin envahit la chambre de l'hôtel royal, réveillant Luna d'un sommeil profond et réparateur, le premier depuis des années dans un vrai lit. Pendant un instant, elle fut désorientée, jusqu'à ce que les souvenirs de la veille reviennent en cascade. L'allée, l'opération de police, Marc et son complice étant arrêtés. Richard était déjà debout, parlant au téléphone près de la fenêtre. Il portait une chemise propre et un pantalon de ville, mais avait abandonné la cravate et la veste, une rare informalité pour lui. « Oui, annulez toutes les réunions d'aujourd'hui. J'ai des questions personnelles urgentes à régler, » ordonna-t-il à Patricia. En remarquant que Luna s'était réveillée, il sourit et mit fin à l'appel. « Bonjour, vous avez bien dormi ?» Luna hocha la tête, toujours émerveillée par le confort du lit luxueux, comme jamais auparavant. « J'ai commandé le petit déjeuner pour nous. Il devrait arriver dans quelques minutes. » Richard s'assit dans le fauteuil près du lit. « En attendant, nous devons parler de votre avenir, Luna. » La petite fille se redressa, soudainement alerte. D'après son expérience, quand les adultes parlaient de son avenir, cela signifiait généralement plus de changements, plus d'incertitudes. « Vous avez sauvé mon entreprise et possiblement ma vie, » continua Richard. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour cela. Et je ne peux pas, en toute bonne conscience, vous permettre de retourner dans la rue. »« Monsieur, vous allez me renvoyer au foyer ?» demanda Luna, essayant de cacher la déception dans sa voix. Richard secoua la tête. « Non, à moins que ce ne soit ce que vous désirez. J'ai beaucoup réfléchi pendant la nuit, et j'aimerais vous offrir une autre option. » Il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « J'aimerais que vous envisagiez de rester sous ma tutelle, au moins temporairement. J'ai une grande maison, avec des chambres vides et des gens qui pourraient bien s'occuper de vous. » Luna écarquilla les yeux, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Monsieur, vous voulez que j'habite avec vous ?»« Oui, je sais que ça semble soudain,
et je comprends parfaitement si vous avez besoin de temps pour y réfléchir. Je comprends aussi que je suis pratiquement un étranger pour vous, mais je vous promets que vous auriez les meilleurs soins, une éducation et tout ce dont vous aurez besoin. » Avant que Luna ne puisse répondre, des coups à la porte annoncèrent le petit déjeuner. Un serveur entra en poussant un chariot avec des fruits frais, des viennoiseries, des jus, des œufs et une variété de délices qui firent briller les yeux de Luna. Pendant qu'il mangeait, Richard reçut un appel de Charles. D'après le ton de la conversation, c'était une nouvelle importante. Luna observait attentivement les expressions de l'homme d'affaires, qui alternait entre surprise, confusion et quelque chose qui ressemblait à une profonde prise de conscience. « Je comprends », dit finalement Richard. « Apportez-moi ces documents à mon appartement à 2 heures de l'après-midi. » Et Charles. « Merci pour cela. » En raccrochant, il se tourna vers Luna avec une expression curieuse. « Luna, vous avez dit que vous avez grandi au foyer Espoir, n'est-ce pas? Jusqu'à quel âge exactement? »« Oui, monsieur. Depuis bébé jusqu'à 9 ans quand je me suis enfui. »« Et vous savez quelque chose sur votre famille biologique? Vos parents ?» Luna secoua la tête négativement. « Les sœurs disaient que j'avais été laissé à la porte du foyer quand j'étais un nouveau-né. Je n'ai jamais su qui étaient mes parents. » Richard hocha la tête pensivement, comme s'il confirmait quelque chose pour lui-même. « Luna, je crois que nous venons de découvrir quelque chose d'important sur votre passé. Mais je dois vérifier quelques détails avant de les partager avec vous. »« D'accord ?» La petite fille acquiesça, la curiosité et l'appréhension se mélangeant dans son regard. Après le petit déjeuner, Richard fit préparer de nouveaux vêtements pour Luna et annonça qu'il devait se rendre à son appartement dans le 16e arrondissement. En chemin, il expliqua qu'il vivait seul depuis le départ d'Elisa, avec seulement une gouvernante qui venait quotidiennement et un garde du corps qui restait à l'entrée de l'immeuble luxueux. L'appartement de Richard occupait tout le dernier étage de l'immeuble, avec une vue panoramique sur le bois de Boulogne. Luna resta bouche bée devant l'élégance des lieux, de grandes fenêtres, des meubles design, une bibliothèque impressionnante et des œuvres d'art modernes. Mais ce qui attira le plus son attention fut l'absence de chaleur humaine. Il n'y avait pas de photos personnelles, sauf une seule image de Richard et Elisa sur le bureau. Les espaces, bien qu'impeccables, dégageaient une profonde solitude. « Vous pouvez rester dans la chambre d'amis pour l'instant » indiqua Richard, montrant une grande pièce avec un lit queen size, une salle de bain privée et un petit balcon. « Si vous décidez d'accepter ma proposition, nous pourrons la décorer comme vous le souhaitez. » Luna explora la chambre avec admiration, touchant les draps doux et ouvrant les tiroirs vides de la commode en bois clair. « C'est plus d'espace que je n'en ai jamais eu de toute ma vie. » À 2 heures de l'après-midi, Charles Leroy arriva portant une mallette de documents et un air sérieux. Richard demanda à Luna d'attendre dans la chambre pendant qu'ils discutaient dans la bibliothèque. La curiosité fut plus forte et elle s'approcha silencieusement de la porte, captant des fragments de la conversation. « Confirmé par l'ADN, disait Charles. Les documents trouvés sur l'ordinateur de Marc ne laissent aucun doute. Et elle n'a jamais su ?» demandait Richard, la voix étranglée. « Apparemment non. Marc a gardé tout en secret, y compris pour Elisa. » Luna s'éloigna de la porte, confuse. Il parlait d'elle. Quel était le rapport entre Marc et son histoire? 10 minutes plus tard, Richard frappa doucement à sa porte. Son visage était pâle, mais il y avait une détermination calme dans ses yeux. « Luna, nous devons parler. Nous avons découvert quelque chose qui va changer nos vies pour toujours. » Dans la bibliothèque, Richard lui fit signe de s'asseoir sur le canapé en cuir, tandis qu'il restait debout, comme s'il avait besoin de mouvement pour organiser ses pensées. « Luna, ce que je vais vous raconter est compliqué et potentiellement troublant, mais vous méritez de connaître la vérité. » Il prit une profonde inspiration. Parmi les documents trouvés chez Marc, il y avait des informations sur une femme nommée Thérèse Duval. Vous n'avez jamais entendu ce nom. Mais Thérèse était une employée de Lambert Tech pendant les premières années de l'entreprise. Luna écoutait attentivement, essayant de comprendre où cette histoire menait. Thérèse était brillante. Elle travaillait au département financier. C'est elle qui a initialement découvert les détournements de Marc, il y a 12 ans. Mais avant qu'elle ne puisse m'alerter, Richard hésita, cherchant ses mots. Elle a été réduite au silence par Marc. Thérèse était enceinte à l'époque. Le cœur de Luna s'accéléra. Une sensation étrange grandissait dans sa poitrine. Les documents révèlent que Marc a falsifié l'identité de l'enfant en utilisant des contacts dans les hôpitaux. Il
Il a livré le bébé à un foyer pour effacer toute trace de ce qu'il avait fait. Le foyer Espoir, murmura Luna, les pièces commençant à s'assembler. Richard hocha gravement la tête. Oui, Luna, tout indique que vous êtes la fille de Thérèse Duval. Eh ben, il hésita, prenant une grande inspiration avant de continuer. Ah, et de mon jeune frère, André. Luna sentit le sol disparaître sous ses pieds. Votre frère? Oui, André travaillait avec moi dans l'entreprise. Lui et Thérèse étaient fiancés quand... Richard s'interrompit, évitant de mentionner directement la tragédie. Marc a tout caché, faisant croire que Thérèse avait démissionné et déménagé dans un autre pays. André ne s'est jamais remis de sa disparition soudaine. Il nous a quittés 6 mois plus tard dans un accident de voiture. Luna était abasourdie, incapable de traiter complètement ce qu'elle entendait. « Vous êtes en train de dire que je suis... ma nièce ?» compléta Richard, la voix chargée d'émotion. « Nous avons fait un test d'ADN préliminaire avec un échantillon de votre verre et mon sang. La compatibilité génétique est indéniable. Nous sommes de la même famille. » Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur le visage de Luna. Toute sa vie, elle s'était demandé qui elle était, d'où elle venait. Et maintenant, dans un rebondissement impossible, elle découvrait non seulement ses origines, mais qu'elle avait un membre de sa famille vivant, un oncle que, par une coïncidence extraordinaire, elle avait sauvé. Cela signifie que, commença Luna, essayant d'organiser ses pensées. Cela signifie que vous n'êtes plus seule au monde, Luna. Richard s'approcha, s'agenouillant pour être à son niveau. Cela signifie que vous avez une famille, une maison, un endroit où vous appartenez. L'homme d'affaires tendit sa main avec hésitation, comme s'il craignait que Luna ne puisse disparaître à tout moment. Elle regarda la main tendue et, après un moment d'hésitation, se jeta dans les bras de Richard, libérant des années de solitude dans une étreinte désespérée. Pendant plusieurs minutes, l'oncle et la nièce restèrent enlacés, tous deux traitant l'ampleur de cette révélation. Charles observait discrètement depuis la porte, ému par la scène. Quand ils se séparèrent enfin, Richard tint doucement les épaules de Luna. « Je comprends que c'est beaucoup à absorber d'un coup. Vous avez tout le droit d'être confuse, effrayée, voire méfiante. Mais je promets que je ferai tout en mon pouvoir pour compenser les années perdues, pour vous donner la vie que vous méritiez d'avoir depuis le début. » Luna essuya ses larmes, un sourire hésitant se formant sur ses lèvres. « Alors, quand monsieur m'a offert de vivre ici, je ne savais pas encore que nous étions parents, » confirma Richard. « Je l'ai offert parce que vous avez sauvé ma vie et parce que j'ai vu en vous un courage et une bonté extraordinaires. Maintenant, j'ai encore plus de raisons de vous vouloir ici. Vous êtes ma famille, Luna, la seule famille qui me reste. » Charles s'éclaircit la gorge, interrompant gentiment le moment. « Richard, nous devons discuter des aspects légaux. Il y a des procédures à suivre pour établir officiellement la garde, surtout compte tenu des circonstances inhabituelles. » Richard hocha la tête. « Bien sûr, mais cela peut attendre quelques heures. Je pense que Luna et moi avons besoin de temps pour nous connaître correctement. » Se tournant vers sa nièce nouvellement découverte, il demanda « Que diriez-vous de faire une promenade ? Il y a tant de choses que je veux vous raconter sur votre père, mon frère. » Pour la première fois de sa vie, Luna ressentit un sentiment d'appartenance qui transcendait tout confort matériel. Ce n'était pas le lit doux de l'hôtel ou l'appartement luxueux qui la faisait se sentir chez elle. C'était le lien nouvellement découvert, le lien invisible du sang et de l'histoire partagée. « J'adorerais, » répondit-elle, un sourire sincère illuminant son visage. En se préparant à sortir, Luna s'arrêta devant la seule photo d'Elisa sur le bureau. Elle étudia les traits délicats de la femme, son sourire doux. « Elle aurait adoré vous connaître, » commenta Richard, remarquant l'intérêt de Luna. « Elisa a toujours voulu que nous ayons des enfants. Le destin ne l'a pas permis, mais il a peut-être trouvé une autre manière de réaliser son souhait. » Luna toucha le cadre de la photo avec révérence. Elle avait l'air gentille. C'était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue, confirma Richard, la douleur de la perte encore évidente dans sa voix. « Et vous savez quelque chose de curieux ? Elle adorait les licornes, tout comme vous. » Il désigna le sac à dos usé de Luna avec son motif fané. Elle disait que c'était des symboles d'espoir et de magie dans le monde réel. La coïncidence fit sourire Luna. Peut-être y avait-il vraiment quelque chose de magique dans ces rencontres improbables, dans les lignes invisibles qui connectaient les gens à travers le temps et l'espace. En sortant de l'appartement en direction du parc,
Luna tint instinctivement la main de Richard. L'homme d'affaires, initialement surpris par le geste spontané, serra la petite main avec douceur. Il n'y avait plus le milliardaire et la petite fille des rues, juste un oncle et une nièce, commençant à reconstruire une famille brisée par la tragédie et la trahison. Ce qu'aucun des deux ne savait, en marchant sous les arbres, c'est que Marc gardait encore un dernier secret, un qui menacerait à nouveau le fragile bonheur qu'il commençait à construire. Les semaines suivantes apportèrent des changements extraordinaires pour Richard et Luna. Les procédures légales pour établir la garde provisoire furent accélérées grâce aux relations de Richard et aux circonstances exceptionnelles de l'affaire. Un test d'ADN complet confirma officiellement le lien de parenté, scellant ce que tous deux savaient déjà dans leur cœur. Ils étaient une famille. La chambre d'amis fut transformée en un espace personnalisé pour Luna, avec des murs dans des tons de bleu ciel, une étagère remplie de livres, un ordinateur de dernière génération et sur le lit, une collection de licornes en peluche, un cadeau surprise de Richard qui arracha des larmes de joie à sa nièce. Octobre touchait à sa fin, apportant une légère baisse de température à Paris. Cet après-midi de vendredi, Luna rentrait de sa première semaine à l'école internationale, où Richard l'avait inscrite après des évaluations qui avaient confirmé son intelligence extraordinaire, malgré les années sans éducation formelle. « Comment s'est passé le test de mathématiques ?» demanda Richard, la recevant à l'appartement. Il avait réorganisé son emploi du temps pour être présent chaque fois que Luna rentrait de l'école, un engagement qui surprit même ses plus proches collaborateurs. « Je pense que j'ai bien réussi », répondit Luna, posant son nouveau sac à dos, toujours avec un motif de licorne, mais maintenant de Marc sur le canapé. La professeure a dit que j'avais une aptitude naturelle pour les modèles numériques, quoi que cela puisse signifier. Richard sourit, fier. La capacité de Luna à absorber des connaissances était impressionnante. En seulement 3 semaines, elle avait rattrapé des mois de contenu, s'adaptant rapidement à l'environnement scolaire, malgré la méfiance initiale de ses camarades de classe vis-à-vis de son histoire inhabituelle. « J'ai une surprise pour vous », annonça Richard, la conduisant à la bibliothèque. Sur la table centrale, à côté de 2 tasses de chocolat chaud, se trouvait un cadre photo numérique. Richard appuya sur un bouton et l'écran s'illumina avec la photo d'un jeune homme, extrêmement ressemblant à Richard, mais avec des traits plus doux et un sourire insouciant. « Votre père », expliqua doucement Richard. « André a 28 ans, 6 mois avant de rencontrer votre mère. » Luna s'approcha, hypnotisée par l'image. C'était la première fois qu'elle voyait le visage de son père. Dans ses yeux, elle reconnut la même forme que les siens. Dans son sourire, une familiarité inexplicable. « Vous vous ressembliez », commenta-t-elle, regardant de Richard à la photo. « En apparence, oui, mais nous étions très différents en personnalité, » répondit Richard avec un sourire nostalgique. « J'étais le pragmatique, toujours préoccupé par les affaires et les chiffres. André était un rêveur, passionné par la littérature et la musique. Nous nous complétions parfaitement dans l'entreprise. » Luna toucha doucement l'écran. « Et ma mère, vous avez aussi des photos d'elle ?» Richard hocha la tête, glissant vers l'image suivante. Une femme à la peau mate et aux cheveux bouclés, exactement comme ceux de Luna, souriait en laçant André. Tous deux portaient des badges de Lambert Tech et semblaient radieux. Thérèse Duval, brillante comptable, esprit libre, talent musical. Votre père disait qu'il était tombé amoureux au moment où il l'a entendu chanter au karaoké de la fête de fin d'année de l'entreprise. Luna étudia chaque détail de l'image, absorbant avidement ces morceaux de son passé. J'ai ses cheveux, et ses yeux aussi. Et d'après ce que j'ai observé, sa mémoire extraordinaire. Thérèse avait la même capacité. Elle se souvenait de pages entières de rapports financiers après les avoir lus une seule fois. Pendant près de 2 heures, Richard partagea des histoires sur André et Thérèse, montrant plus de photos, racontant des anecdotes de l'époque où ils travaillaient ensemble. Pour Luna, chaque mot était un trésor inestimable, comblant le vide d'une vie sans racines. « Pourquoi Marc leur a-t-il fait ça ?» demanda finalement Luna, la question qui planait sur toute cette histoire. « Pourquoi séparer ma mère de mon père? Pourquoi m'envoyer dans un orphelinat ?» Richard soupira lourdement, choisissant ses mots avec soin. Marc a toujours été complexe, Luna, brillant mais motivé par la jalousie et le ressentiment. Thérèse a découvert les détournements qu'il faisait, des millions d'euros transférés sur des comptes personnels.
Quand elle l'a confronté, il a eu peur d'être exposé et Richard s'arrêta, réticent à expliquer la brutalité de ce qui s'était passé. Il l'a blessé, compléta Luna, comprenant ce qui n'était pas dit. Richard hocha gravement la tête. Et ensuite, il a tout caché. Aucun de nous ne savait que vous existiez. Si nous avions su... Sa voix se brisa. Si nous avions su, nous aurions remué ciel et terre pour vous trouver. Luna serra la main de son oncle, offrant du réconfort. C'était étrange comme les rôles s'inversaient, parfois entre eux. Le puissant homme d'affaires trouvant sa force dans la résilience de la nièce qui avait grandi dans les rues. Le moment fut interrompu par l'interphone. C'était Charles Leroy, demandant une réunion urgente. Lorsque l'enquêteur entra dans la bibliothèque quelques minutes plus tard, son visage était chargé. « Nous devons parler en privé, Richard. »« Vous pouvez parler devant Luna, » répondit fermement Richard. « Je lui ai promis qu'il n'y aurait plus de secrets dans notre famille. » Charles hésita puis hocha la tête. « Comme vous voulez. Marc Moreau a demandé une rencontre avec vous. Il dit qu'il a des informations cruciales sur Elisa qu'il ne partagera que personnellement. » Le visage de Richard se durcit. « Il est en prison. Comment s'attend-il à ce que j'aille là-bas? » En fait, il a proposé une visioconférence supervisée. La police judiciaire l'autoriserait, avec toutes les mesures de sécurité. Richard marcha jusqu'à la fenêtre, observant l'horizon de Paris tout en réfléchissant à la proposition. « Quelle est votre opinion, Charles? Est-ce un piège? » Difficile à dire. Marc a déjà avoué assez de crimes pour passer des décennies en prison. Je ne vois pas ce qu'il gagnerait avec d'autres mensonges à ce stade. Richard se tourna vers Luna, qui observait la conversation en silence. « Qu'en pensez-vous » La question surprit autant Luna que Charles. L'homme d'affaires demandait vraiment l'avis d'une enfant de 11 ans sur un sujet aussi délicat. Luna réfléchit un instant avant de répondre. « Je pense que vous devriez l'écouter, mais ne pas le croire facilement. Marc a déjà beaucoup menti, mais s'il sait quelque chose d'important sur Elisa qui pourrait vous apporter la paix, cela en vaut peut-être la peine. » Richard sourit, impressionné par la sagesse de la réponse. « C'est donc décidé. Charles, organisez la visioconférence pour demain. Je veux clore ce chapitre une fois pour toutes. » Le lendemain matin, le bureau de Richard était préparé pour la visioconférence. Luna avait insisté pour être présente. Et après quelques hésitations, Richard accepta, à condition qu'elle reste hors du champ de vision de la caméra. Précisément à 10 heures, l'écran de la salle de réunion s'illumina, révélant Marc Moreau dans un uniforme de prisonnier. Même dans ces circonstances, il gardait une posture arrogante, presque dédaigneuse. « Richard, salua-t-il sèchement, merci d'avoir répondu à ma demande. Je ne suis pas là pour des amabilités. Marc, vous avez mentionné des informations sur Elisa, parlez. » Marc s'ajusta sur sa chaise, étudiant son ancien associé avec intensité. « Avant tout, je veux que vous sachiez que je ne suis pas responsable de son accident. C'est une vérité absolue que j'emporterai avec moi dans ma tombe. » Richard resta impassible. « Continuez. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'Elisa m'a contacté 3 jours avant l'accident. Elle avait découvert quelque chose au-delà des détournements financiers. » Luna observait depuis un coin de la pièce, captant chaque nuance de la conversation, chaque micro-expression de Marc. Il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement, une tension sous-jacente qui ne correspondait pas à ses mots. « Elisa a trouvé des documents sur Thérèse et le bébé, » continua Marc. « Elle était déterminée à tout révéler, à retrouver l'enfant. Et vous l'avez empêché, » conclut Richard, la voix chargée d'accusations. « Pas de la manière dont vous le pensez, » rétorqua Marc. « Oui, je l'ai découragée. J'ai essayé de la convaincre d'oublier l'affaire, mais je n'attenterai jamais à sa vie. L'accident était exactement cela, un accident. Pourquoi vous croirais-je » Marc se pencha vers la caméra. « Parce que j'ai des preuves. Elisa a enregistré notre dernière conversation à mon insu. Le fichier était sur une clé USB qu'elle portait toujours sur son porte-clés, celui avec la licorne que vous lui avez donnée. La police l'a récupéré des débris de la voiture, mais n'a jamais analysé le contenu parce qu'il semblait juste être un souvenir personnel. » Richard pâlit. Il se souvenait parfaitement du porte-clés, un cadeau d'anniversaire pour Elisa lors de leur dernière année ensemble. « Comment le savez-vous ? » « Parce que quand j'ai appris l'accident, je suis allé sur les lieux avant que la police ne retire tout. J'ai vu la clé USB parmi ses affaires. Je ne l'ai pas prise car il y avait déjà beaucoup de monde autour, mais je suis sûr qu'elle doit toujours être avec ses objets personnels dans un dépôt de la police.
Luna remarqua un léger tremblement dans la voix de Marc. L'homme mentait, ou du moins, il omettait une partie de la vérité. « Oncle Richard », murmura-t-elle, s'approchant pour rester hors de la vue de la caméra. « Demandez-lui le contenu de l'enregistrement. S'il sait vraiment qu'il existe, il devrait savoir ce qu'il contient. » Richard acquiesça discrètement. « Si cet enregistrement existe, Marc, que révèle-t-il exactement ?» Marc hésita pendant une fraction de seconde, un temps suffisant pour confirmer le soupçon de Luna. « Il révèle mon innocence dans l'accident. Et il montre qu'Elisa était déterminée à retrouver la fille de Thérèse et André. » « L'enregistrement existe, » intervint Charles, qui surveillait la conversation. « Mais vous ne l'avez jamais écouté, n'est-ce pas, Marc? Vous savez qu'il existe parce qu'Elisa l'a mentionné, mais vous n'avez aucune idée du contenu réel. » Le visage de Marc se durcit. « J'en sais assez. En fait, la police judiciaire a déjà récupéré la clé USB, » mentit Charles, observant attentivement la réaction de Marc. « Nous attendons juste l'autorisation judiciaire pour accéder au contenu. » Le mensonge fonctionna. Marc pâlit visiblement. « C'est bien. Ça prouvera ce que je dis. » Richard échangea un regard rapide avec Charles, comprenant la stratégie. « Alors ça ne vous dérange pas si nous diffusons cet enregistrement maintenant pour vérifier votre version? Vous ne pouvez pas y avoir accès si rapidement, » rétorqua Marc, sa nervosité maintenant évidente. « En fait, si, » insista Richard. « La question est, pourquoi êtes-vous si anxieux à propos de cet enregistrement, Marc? Qu'est-ce qu'Elisa a vraiment enregistré ?» L'ancien associé semblait acculé. Son regard oscillait entre colère et peur. Finalement, après un long silence, il soupira vaincu. « Elle a enregistré ma confession à propos de Thérèse, sur la façon dont je l'ai retirée de mon chemin. Mais elle a aussi enregistré quand j'ai nié toute implication dans les problèmes mécaniques de sa voiture. Parce que c'est la vérité, Richard. J'ai commis beaucoup de crimes, mais je ne suis pas responsable du départ d'Elisa. » Luna, qui observait chaque micro-expression de Marc, tira discrètement la manche de Charles. « Il dit la vérité en ce qui concerne l'accident, » murmura-t-elle. « Mais il cache quelque chose d'autre. » Charles hocha la tête, impressionné par l'intuition de la petite fille. Se tournant vers l'écran, il demanda « Si ce n'était pas vous, Marc, qui aurait pu avoir un intérêt à ce qu'Elisa disparaisse ?» Marc détourna le regard. « Je ne sais pas. Mensonge. » murmura Luna. Richard, comprenant la situation, intensifia la pression. « Vous savez, Marc, dites-moi la vérité complète. Et peut-être que j'envisagerai de témoigner en votre faveur sur votre coopération. » L'offre eut un effet. Marc regarda directement la caméra. « Raphaël Dufour, mon associé, il était obsédé par Elisa depuis qu'il l'avait rencontrée. Quand il a réalisé qu'elle avait découvert l'histoire de Thérèse et pourrait m'incriminer, il a pris l'initiative sans me consulter. Et il a avoué après, quand il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Le nom confirma les soupçons que la police développait déjà. Raphaël Dufour, actuellement en prison avec Marc pour l'escroquerie, avait des compétences en mécanique et l'accès au garage de l'immeuble où Elisa et Richard vivaient. Il y a encore une chose. Richard, continua Marc, la voix maintenant plus basse, quelque chose que vous devez savoir sur Luna. Richard se tendit. Comment Marc connaissait-il le nom de sa nièce? Que savez-vous sur Luna? Je sais que vous l'avez trouvée, que vous avez découvert qu'elle est la fille d'André et de Thérèse. Ce que vous ne savez pas, c'est que... Marc fit une pause dramatique. Luna a une sœur jumelle. La révélation frappa la pièce comme une bombe. Luna sentit le sol disparaître sous ses pieds. Une sœur? Une jumelle? C'est impossible, rétorqua Richard. Les rapports médicaux ne montrent qu'un seul enfant. Parce que j'ai falsifié les documents, avoua Marc. J'ai séparé les jumelles à la naissance. Luna est allée au foyer Espoir. L'autre petite fille, Sophie, a été adoptée par une famille en province. J'ai pensé qu'en les séparant, il serait plus difficile de retracer la lignée si quelqu'un enquêtait sur la disparition de Thérèse. Luna s'accrocha à la table pour ne pas tomber. Une sœur jumelle. Quelque part, il existait quelqu'un exactement comme elle, avec le même sang, la même histoire biologique. Quelqu'un qui, contrairement à elle, avait grandi dans une famille. Vous avez des documents, des registres, quelque chose qui le prouve? Exigea Charles. Mon ordinateur portable saisi contient un dossier crypté appelé Projet Miroir. Le mot de passe est Thérèse 1988. Vous y trouverez tout. Les actes de naissance originaux, les documents d'adoption, même l'adresse de la famille adoptive à Besançon. Richard était trop abasourdi pour parler.
Ce fut Luna qui fit un pas en avant, entrant délibérément dans le champ de vision de la caméra. « Pourquoi révélez-vous cela maintenant ?» demanda-t-elle directement à Marc, qui parut surpris de la voir. « Parce que je vais passer le reste de ma vie en prison, » répondit-il après un moment. « Et malgré toutes les erreurs que j'ai commises, séparer des jumelles a été la pire. Vous méritez la chance de la retrouver. » Richard retrouva enfin sa voix. « Si c'est encore une de vos manipulations, Marc, ce n'en est pas une, interrompit l'ancien associé. Demandez à Luna. Avec cette mémoire extraordinaire qu'elle a héritée de Thérèse, elle a probablement déjà réalisé que je dis la vérité. » Tous les regards se tournèrent vers Luna, qui soutint le regard de Marc à travers l'écran. Après un long moment, elle hocha lentement la tête. Il ne ment pas à propos de Sophie, mais il y a quelque chose d'autre qu'il ne raconte pas. Marc sourit amèrement, aussi perspicace que sa mère. Ce que je ne dis pas, c'est que j'ai toujours regretté ce que j'ai fait à Thérèse. Elle était innocente, elle ne faisait que son travail en signalant les irrégularités. Ma cible était André, pas elle, et certainement pas les enfants. La visioconférence se termina peu après, laissant Richard, Luna et Charles dans un silence abasourdi. L'existence de Sophie changeait tout. Elle élargissait la petite famille nouvellement formée et ouvrait un nouveau chapitre dans le voyage qu'ils avaient commencé ensemble. « Une sœur », murmura Luna, les larmes coulant librement. « J'ai une sœur. » Richard serra sa nièce dans ses bras, son propre esprit en plein tumulte d'émotions. « Et nous allons la retrouver, Luna, je vous le promets. Nous allons retrouver Sophie et compléter notre famille. » Alors que l'après-midi tombait sur Paris, Richard passait des appels frénétiques, mobilisant des enquêteurs et des avocats. Luna restait à la fenêtre de l'appartement, regardant l'horizon, imaginant à quoi ressemblerait sa sœur. Aurait-elle les mêmes cheveux bouclés, la même mémoire extraordinaire? Ressentirait-elle aussi ce vide inexplicable qui l'avait toujours accompagnée, comme si une partie d'elle était ailleurs? Quelque part à Besançon, une petite fille nommée Sophie vivait sa vie, complètement inconsciente du rebondissement qui était sur le point de se produire. Deux petites filles séparées par le destin, deux moitiés d'un même début, sur le point de se retrouver dans une histoire qui transcendait toute fiction. La petite ville de Besançon se leva enveloppée dans le typique brouillard des matins d'automne. La Mercedes de Richard serpentait sur la route qui traversait les montagnes du Jura, s'approchant de plus en plus du destin qui changerait à jamais la vie de tous les occupants du véhicule. Luna observait par la fenêtre les paysages verdoyants, alternant entre l'anxiété et l'excitation. Après 3 semaines d'enquête méticuleuse, ils avaient enfin localisé Sophie Dubois, sa sœur jumelle. Vivant avec ses parents adoptifs, Hélène et Jean Dubois, propriétaires d'une auberge sur les pentes du mont de Pouilly. « Vous êtes nerveuse ?» demanda Richard, remarquant la façon dont sa nièce jouait sans cesse avec le bracelet de licorne qu'il lui avait offert, un talisman qu'elle enlevait rarement de son poignet. « Un peu, » admit Luna. « Et si elle ne m'aime pas? Et si ses parents ne veulent pas que nous nous connaissions ?» Richard sourit de manière rassurante. « Hélène et Jean semblent être des gens merveilleux, d'après ce que nous avons découvert. Ils ont élevé Sophie avec beaucoup d'amour. Et quant à ce qu'elle ne vous aime pas, c'est tout simplement impossible. » L'avocate Corinne Dupont, assise sur la banquette arrière à côté de Luna, intervint gentiment. « Rappelez-vous que nous avons préparé le terrain avec soin. Nous avons d'abord contacté les Dubois, expliqué la situation, leur avons donné le temps de tout assimiler et de discuter avec Sophie. Ce sont eux qui ont suggéré cette rencontre. » Luna hocha la tête, reconnaissante pour ce rappel. En fait, les Dubois s'étaient montrés extraordinairement ouverts depuis le premier contact. Hélène, professeure de littérature dans l'école locale, et Jean, ingénieur à la retraite qui gérait l'auberge familiale, avaient toujours été honnêtes avec Sophie sur son adoption, bien qu'ils ignorent complètement les circonstances criminelles derrière le processus et l'existence d'une sœur jumelle. Lorsque la Mercedes se gara enfin devant la charmante auberge, vue sur les montagnes, le cœur de Luna semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. L'endroit était idyllique, une maison principale de style chalet, entourée de jardins bien entretenus et de petits bungalows indépendants pour les hôtes. En arrière-plan, les montagnes s'élevaient imposantes contre le ciel bleu, qui commençait maintenant à apparaître à mesure que le brouillard se dissipait. Une femme d'âge moyen, aux cheveux châtains, attachés en un chignon simple et aux yeux doux, sortit pour les accueillir. À ses côtés, un homme grand aux cheveux grisonnants souriait nerveusement.
« Monsieur Lambert, soyez le bienvenu », salua Hélène Dubois, tendant la main. « Je suis Hélène et voici mon mari, Jean. » Richard serra les mains des deux, présentant ensuite l'avocate Corinne. Puis, d'un geste doux, il amena Luna devant. « Et voici Luna. » Hélène porta ses mains à sa bouche, visiblement émue. Les mêmes cheveux bouclés, la même forme de visage. La ressemblance était indéniable, même sans voir les deux petites filles côte à côte. « C'est un honneur de vous rencontrer, Luna, » dit Hélène d'une voix étranglée. « Sophie vous attend sur la terrasse à l'arrière. Elle est, bien aussi impatiente que vous, j'imagine. » Jean, remarquant la tension dans l'air, suggéra « Et si nous entrions ? Nous avons préparé un petit déjeuner spécial. Ainsi, tout le monde peut faire connaissance dans un environnement plus détendu. » Le groupe suivit à l'intérieur de la maison principale, décorée d'un charme rustique et chaleureux. Des photographies de famille ornèrent les murs, beaucoup d'entre elles montrant Sophie à différents âges. Luna étudiait chaque image avec fascination, voyant presque un miroir de ce qu'elle aurait été si elle avait grandi dans des circonstances différentes. Lorsqu'ils arrivèrent sur la terrasse à l'arrière, avec sa vue spectaculaire sur la vallée, Luna se figea à l'entrée. Assise sur une chaise à bascule, feuilletant un livre avec la même intensité concentrée que Luna reconnaissait en elle-même, se trouvait Sophie. Le temps sembla se suspendre lorsque les deux petites filles se regardèrent pour la première fois. C'était comme regarder dans un miroir, mais un miroir qui montrait une version alternative d'elle-même. Mêmes yeux, mêmes cheveux bouclés, même tache de rousseur douce sur les joues. Sophie portait une robe simple à fleurs, ses cheveux attachés en une tresse latérale, tandis que Luna portait un jean et un t-shirt de licorne. Différentes en style, identiques en essence. « Salut » fut tout ce que Luna parvint à dire, sa voix s'éteignant presque. « Salut » répondit Sophie se levant lentement, le livre oublié sur la chaise. Pendant un moment qui sembla éternel, les deux restèrent à quelques pas l'une de l'autre, se scrutant avec curiosité et émerveillement, puis comme si elles répondaient à un appel silencieux que seules elles pouvaient entendre. Toutes deux firent un pas en avant simultanément. « Vous aimez les licornes » observa Sophie, remarquant le t-shirt et le bracelet de Luna. Luna sourit timidement. « Depuis toujours. Et vous, vous aimez lire ? J'adore. Surtout les histoires d'aventure et de mystère. » Richard, Hélène, Jean et l'avocate observaient la scène avec émotion, se tenant discrètement à l'écart pour donner aux petites filles de l'espace pour cette première rencontre. « C'est étrange, » continua Sophie, « mais depuis que je me souviens, j'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose. Maman et papa sont merveilleux, mais il y avait un vide qui n'avait pas de sens. » Luna hocha la tête avec emphase. « Je ressentais exactement la même chose. Comme si une partie de moi était ailleurs. Comme si nous étions à des moitiés d'un tout, » compléta Luna. Les deux sourirent, surprises par la synchronie. Après un autre moment d'hésitation, Sophie tendit la main. Luna ignora le geste et, suivant une impulsion, serra sa sœur dans ses bras. L'étreinte fut immédiatement rendue, toutes deux s'agrippant l'une à l'autre, comme si elles craignaient d'être de nouveau séparées. Les adultes s'éloignèrent discrètement, laissant les jumelles seules pour ce moment sacré de reconnexion. Dans le salon, ils s'assirent pour discuter de l'avenir qui s'ouvrait devant eux. « D'abord, je veux que vous sachiez que je n'ai aucune intention de m'immiscer dans la vie que vous avez construite avec Sophie, » commença Richard. « Elle est clairement aimée et bien soignée ici. Mon seul désir est que les sœurs puissent développer une relation et que Sophie connaisse son histoire familiale. » Hélène essuya une larme. « Nous avons toujours dit à Sophie qu'elle était adoptée, mais nous n'aurions jamais imaginé une sœur jumelle, une histoire aussi complexe derrière tout ça. Quand nous avons appris la vérité, nous étions anéantis, » ajouta Jean. « Penser que notre bonheur a été construit sur une si grande tragédie, la séparation des jumelles, la perte des parents biologiques. Vous n'avez rien à vous reprocher, » assura Richard. « Vous avez été victime des manipulations de Marc autant que nous tous. » L'avocate Corinne intervint. « Légalement, nous sommes face à une situation sans précédent. Sophie a une famille établie, avec des parents adoptifs qui l'ont élevée avec amour. Luna est maintenant sous la garde de Monsieur Lambert, son oncle biologique. Il ne s'agit pas de choisir entre une situation ou une autre, mais de trouver un arrangement qui permette aux petites filles de maintenir un lien significatif. Nous avons une proposition, » dit Hélène, échangeant un regard avec son mari. « Notre auberge est calme pendant l'année scolaire, sauf les week-ends. Nous pourrions passer certaines périodes à Paris pour que Sophie fréquente la même école que Luna
pendant une partie de l'année. Et pendant les vacances et les jours fériés, Luna pourrait venir ici. Richard sourit, ému par la générosité de la proposition. « Ce serait merveilleux. Je peux vous fournir un appartement à Paris, près du mien. » « Nous ne voulons pas nous imposer, commença Jean, mais Richard l'interrompit gentiment. « Ce n'est pas une imposition. C'est le moins que je puisse faire pour la famille, qui s'est si bien occupée de ma nièce pendant toutes ces années. » Sur la terrasse, insouciante de la conversation des adultes, Luna et Sophie partagèrent des histoires, comblant les 11 années de séparation avec des fragments de leur vie si différentes. « Alors vous avez grandi dans les rues? Ça a dû être horrible, » commenta Sophie, les yeux écarquillés. Luna haussa les épaules. Il y avait de mauvais jours, mais aussi de bons moments. J'ai appris à me débrouiller, à observer les gens, à faire confiance à mes instincts. Et vous? Comment c'était de grandir ici? Sophie sourit regardant les montagnes. Paisible. Maman m'a appris à lire avant même que j'aille à l'école. Papa m'emmenait en randonnée en forêt tous les dimanches. J'ai toujours eu une vie stable, mais je me suis toujours sentie différente des autres enfants. Comme si j'appartenais aussi à un autre endroit. Je faisais des rêves étranges de rues animées et de grands immeubles. Et parfois, je ressentais une tristesse qui n'avait pas de sens, comme si j'avais perdu quelque chose de précieux, sans savoir ce que c'était. Sophie prit la main de Luna. C'était vous qui me manquiez sans le savoir. Luna serra la main de sa sœur, les larmes coulant sur ses yeux. Moi aussi. Même les nuits les plus froides dans les rues, je rêvais d'une petite fille qui me ressemblait, dans un endroit sûr et chaud, comme si mon cœur savait que vous existiez. Nous avons tellement de temps à rattraper, soupira Sophie. 11 ans. Mais nous avons le reste de la vie devant nous, rétorqua Luna avec un sourire. Sophie inclina la tête, curieuse. Comment est l'oncle Richard? Maman et papa m'ont raconté toute l'histoire, sur la façon dont vous l'avez sauvé de tout perdre. Luna sourit, fière. Il est incroyable. Au début, il avait l'air si sérieux et distant, mais en fait, il est gentil et drôle quand il se détend. Savez-vous qu'il collectionne des miniatures de voitures anciennes? Et tous les soirs, il me raconte des histoires sur notre père avant de dormir. Et maintenant, il va être l'oncle de nous deux, conclut Sophie. C'est comme un miracle, n'est-ce pas? De toutes les personnes à Paris, vous avez trouvé l'oncle que vous ne saviez pas que vous aviez. Luna réfléchit à l'extraordinaire série de coïncidences qui avaient transformé sa vie. Je pense que ce n'était peut-être pas une coïncidence. Maman et papa, nos parents biologiques, je veux dire. Peut-être qu'ils nous guidaient d'une manière ou d'une autre. Les jumelles restèrent silencieuses un instant, observant les montagnes. C'était une pensée réconfortante, qu'André et Thérèse, de quelque part au-delà de la compréhension, avaient orchestré la réunion de leur fille. Les mois suivants se déroulèrent dans un tourbillon d'adaptation et de découvertes. Comme convenu, Hélène et Jean commencèrent à partager leur temps entre Besançon et Paris, où Richard leur avait fourni un appartement confortable à quelques pâtés de maison du sien. Sophie fut inscrite dans la même école internationale que Luna, où toutes deux se distinguèrent rapidement sur le plan académique. À la surprise de personne, Sophie montrait aussi la même mémoire extraordinaire que sa sœur, bien qu'elle l'ait canalisée différemment, tandis que Luna avait une capacité incroyable à enregistrer des conversations et des interactions. Sophie mémorisait des textes et des informations écrites avec la même facilité. Le 12e anniversaire des jumelles, célébré en février de l'année suivante, se transforma en un événement mémorable dans l'appartement de Richard. Le salon, décoré de licornes à la demande de Luna et de thèmes littéraires à la demande de Sophie, était rempli d'amis d'école, de voisins et d'employés de Lambert Tech qui s'étaient attachés aux petites filles. Patricia, l'ancienne assistante, qui occupait maintenant le poste de vice-présidente des opérations, observait Richard interagir avec ses nièces et souriait avec nostalgie. « Je n'aurais jamais imaginé voir ce jour », commenta-t-elle à Charles Leroy, qui avait également été invité. Richard transformé en oncle Poule. Charles hocha la tête. La vie a des chemins étranges. Il était sur le point de tout vendre et de se retirer des affaires quand Luna est apparue. Maintenant, il a 2 nièces et plus d'énergie pour l'entreprise que jamais. En effet, dans les mois suivant la découverte de sa famille, Richard avait non seulement maintenu Lambert Tech, mais avait étendu ses opérations avec une nouvelle division spécialisée dans l'accessibilité numérique, un projet inspiré par la passion de Sophie pour la littérature et le désir de Luna d'aider les personnes en situation de vulnérabilité. L'affaire de Marc Moreau
avait été conclue par une condamnation de 25 ans pour de multiples crimes, y compris fraude, tentative d'extorsion et l'affaire impliquant Thérèse Duval. Raphaël Dufour reçut une peine encore plus lourde, après avoir avoué son implication dans l'accident qui avait coûté la vie à Elisa. La justice, même tardive, était enfin arrivée. Un après-midi de dimanche, 6 mois après la réunion des jumelles, Richard emmena les petites filles au mémorial, dédié à André et Thérèse qu'il avait construit dans les jardins du siège de Lambert Tech. Une simple plaque de marbre avec les noms des deux, les dates et l'inscription. Leurs rêves vivent à travers leurs filles. Elles auraient été de merveilleuses mères, commenta Richard, observant Luna et Sophie déposer des fleurs sur le mémorial. Et André aurait été un père extraordinaire. Hélène, qui accompagnait le groupe avec Jean, posa sa main sur l'épaule de Richard. Il serait fier de l'oncle que vous êtes devenu. Richard sourit, ému. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus? Comment un simple acte de bonté de Luna a tout changé. Une petite fille qui n'avait rien a tout risqué pour aider un étranger. Les gens tristes devraient s'entraider, cita Jean, répétant la phrase qui était devenue une sorte de devise familiale. Luna avait cette sagesse naturelle même en vivant dans les rues. Ce soir-là, alors que les jumelles dormaient dans la chambre, qu'elles partageaient maintenant dans l'appartement de Richard pendant la semaine, l'homme d'affaires s'assit dans sa bibliothèque, regardant la photo d'Elisa. À côté d'elle, il avait placé un nouveau cadre avec la première photo des jumelles réunies, prise ce matin-là sur la terrasse de l'auberge à Besançon. « Tu serais heureuse de notre famille improbable. »« Mon amour, » murmura-t-il à la photo de sa femme, « d'une certaine manière, tu as aussi aidé à la former. Si tu n'avais pas enregistré cette conversation avec Marc, nous n'aurions peut-être jamais découvert Sophie. » La clé USB en forme de licorne qui avait appartenu à Elisa reposait maintenant dans une petite boîte en verre sur l'étagère, un symbole de la vérité qui, même enfoui pendant des années, avait finalement trouvé son chemin vers la lumière. 1 an après le jour fatidique où Luna avait crié « Ne composez pas ce numéro ». Sur le trottoir des Champs-Élysées, la vie de tous avait été transformée de manières inimaginables. Luna, de petite fille, des ruses à héritière d'un empire technologique, partageait maintenant son temps entre des études intensives, des projets sociaux pour les enfants, en situation de rue, sa passion personnelle, et la découverte du monde aux côtés de la sœur qu'elle n'avait jamais su qu'elle avait. Sophie, arrachée de son existence tranquille à Besançon, s'était adaptée de manière surprenante à la vie partielle à Paris, trouvant en sa sœur jumelle non seulement une amie, mais une partie d'elle-même qui lui avait toujours manqué. Richard, qui était à un coup de fil de tout perdre, avait maintenant plus que ce dont il avait jamais rêvé, non pas en termes financiers, mais en liens humains authentiques, en un but renouvelé et en la famille que le destin lui avait rendue de manière si improbable. Hélène et Jean, qui craignaient initialement de perdre leur fille adorée au profit de sa famille biologique, découvrirent que l'amour pouvait s'élargir, créant de nouveaux liens sans rompre les anciens. Un après-midi de septembre, exactement 1 an après le jour qui a tout changé, Richard emmena les jumelles pour une promenade spéciale sur l'avenue des Champs-Élysées. Ils s'arrêtèrent exactement à l'endroit où Luna l'avait intercepté. « C'était ici », expliqua Richard à Sophie, qui connaissait déjà l'histoire, mais n'avait jamais visité l'endroit exact. « Votre sœur était debout à cet endroit, avec 3 roses à la main, en criant de ne pas faire cet appel. » Luna sourit, embarrassée et fière en même temps. « J'étais si nerveuse. J'étais sûre que les gardes du corps me traîneraient hors de là, avant que je ne puisse m'expliquer. Et si cela était arrivé ?» demanda Sophie, toujours fascinée par les coïncidences et les hasards qui avaient réuni la famille. Richard regarda les 2 petites filles, si identiques physiquement, si distinctes en personnalité, toutes 2 aussi précieuses pour lui. « Je crois que nous nous serions retrouvés de toute façon, tôt ou tard. Certaines histoires sont destinées à arriver, même si l'on essaie de les empêcher. » Luna prit la main de Sophie d'un côté et celle de Richard de l'autre. Ensemble, les 3 continuèrent leur promenade sur l'avenue animée. Une famille formée par les circonstances les plus improbables, unie par des liens qui transcendèrent le sang et le temps. Cet après-midi-là, en observant ses nièces rire ensemble devant une vitrine décorée de licornes, Richard pensa à la façon dont sa vie avait été transformée au cours de la dernière année. D'un homme solitaire obsédé par le travail à un oncle dévoué avec un nouveau but dans la vie,
d'un homme d'affaires sur le point de tout vendre à un innovateur avec des projets inspirés par les passions de ses nièces. Et tout cela parce qu'une petite fille courageuse avait crié « Ne composez pas ce numéro !» sur ce trottoir. Parfois, réfléchit Richard, ceux qui semblent n'avoir rien sont les seuls qui peuvent sauver ceux qui ont tout. Et parfois, sauver quelqu'un signifie en fait se sauver soi-même. Alors que la nuit tombait sur Paris, les lumières de l'avenue des Champs-Élysées s'allumaient une à une, illuminant le chemin du retour de la famille improbable que le destin contre toute attente avait réunie. Une famille formée non seulement par des liens de sang, mais par des choix courageux, des secondes chances et le genre d'amour qui transcende toutes les barrières, même le temps et la séparation. Une famille qui a commencé par un cri d'avertissement d'une petite fille qui n'avait rien pour un homme qui possédait tout, sauf ce qui comptait vraiment. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire de Luna, Richard et Sophie a touché votre cœur. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la en cliquant sur le lien à votre gauche. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et les rencontres qui transforment les destins. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous sommes impatients de lire vos commentaires. Après tout, comme Luna nous l'a enseigné, parfois ceux qui semblent n'avoir rien sont les seuls à pouvoir tout changer.